et je suis très fier d'animer cette conférence qui est à mon avis la meilleure. Donc vous êtes venus au bon moment. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va parler de l'avenir de la radio. Et c'est quand même un sujet important en 2026, l'avenir de la radio. On se pose beaucoup de questions. Ici, on a des spécialistes, on a des futurologues, on a des industriels, on va dire, ou des représentants d'industriels. On a un groupe radio aussi qui est présent. Et chacun va nous faire part de sa vision, de ses expériences dans l'environnement qui est le plus important pour la radio, qui est la voiture. L'audio, la radio, médias de mobilité. Souvent, on peut faire autre chose dans la voiture, mais on voit bien que la voiture connectée aujourd'hui, de plus en plus de sources arrivent, de plus en plus de données, et pas que l'audio. Jusqu'à présent, il y avait un petit monopole, c'était la radio. La seule façon d'avoir du contenu dans la voiture, c'était la radio. Sachez que ce temps-là est peut-être révolu, parce que d'ailleurs, il se discute en ce moment au Parlement européen, peut-être une évolution de loi européenne sur le fait de rendre obligatoire à ce que la radio soit toujours dans la voiture. Il y a des industriels, on en parlera, des fabricants de voitures qui voudraient avoir des passe-droits parce qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions d'avoir du contenu dans la voiture. Donc, je vais vous présenter les intervenants. Le premier, il nous fera une petite keynote de 6 à 8 minutes, c'est Jérôme Doncieux. Jérôme Doncieux, je suis très fier de l'accueillir. Je le connais depuis longtemps. C'est un pionnier de l'innovation dans la data, dans l'intelligence artificielle, notamment pour les médias. Et pour moi, c'est l'un des acteurs qui a permis de sauver en partie, notamment en France, la presse. On se connaît par la presse, parce que vous savez que le média qui a le plus souffert très vite, c'était la presse écrite. Et Jérôme Doncieux, qui est le président de Magellan X, ex-EXT et maintenant Magellan X, a participé pour beaucoup à faire ce qu'on appelle du text to speak en français, du contenu, on va dire écrit, à de l'audio avec des podcasts audio. Il a aussi des expériences intéressantes, et notamment avec Renault. Je vais pas faire la keynote à sa place, mais Jérôme est un Frenchie qui a des idées, qui est pour moi l'un des futurologues de notre média, et donc son témoignage sera extrêmement important. Merci à Frédéric Gérand, qui est un Français à la base, mais qui s'est exporté en Belgique et qui est aujourd'hui à la tête du service public belge au niveau de la radio. Nous accueillons aussi Georges Cernat, qui est un Américain, je crois, à la base. Mais vous allez voir, il parle parfaitement français. Et c'est un expert des données associées dans le monde entier. Il intervient sur les plus grandes conférences sur ce sujet et il représente donc la société Xperi. Nous avons aussi Stéphane Darrier, qui est un homme de radio, on va dire, au sens large. Il a une casquette très large, mais il travaille dans une société qui s'appelle Forvia, qui travaille avec les industriels qui fabriquent notamment les tableaux de bord dans les voitures. Et vous comprenez que par rapport à ce que j'ai dit, que son témoignage va être aussi extrêmement important. Et puis quelqu'un que vous connaissez peut-être le mieux, parce qu'on le voit souvent depuis quelques années dans toutes les conférences d'innovation, c'est Régis Verbiguier, qui est le directeur général France de Radio Player. Alors Radio Player, pour ceux qui ne connaîtraient pas, à mon avis, il n'y en a plus beaucoup maintenant. C'est la plateforme, on va dire, qui a été choisie par une très très grande majorité des radios en France pour diffuser leur flux sur IP, leur flux premium, mais éventuellement leur web radio et voir leur podcast. Et aujourd'hui, sur Radio Player France, on a pratiquement tout le paysage radiophonique qui s'est regroupé sur une seule et même plateforme pour défendre les intérêts de la radio. Premier intervenant que je vais demander sur cette scène pour initier cette conférence, eh bien c'est Jérôme. Jérôme, vous avez 6 minutes. Merci infiniment Fabrice. Merci infiniment, mais en même temps je dois vous dire qu'il exagère beaucoup. Pionnier oui, sauveteur de rien du tout. Voilà. Mais en revanche, convaincu en effet que la radio a beaucoup d'avenir, même si je vais quand même commencer par une très mauvaise nouvelle, tu l'as un peu dit. Il y a un certain nombre de constructeurs automobiles dans le monde, en Europe et peut-être même en France, qui envisagent d'enlever un truc qui existe depuis 1932 dans les voitures,
c'est l'autoradio. Voilà, donc on va se dire les choses. Il y a un risque vital sur l'autoradio. Alors tu mentionnais aussi le fait qu'il y a une réflexion réglementaire au niveau de la Commission européenne. J'ai envie de dire tant mieux, mais le vrai sujet, c'est pas celui-là. Le vrai sujet, c'est s'il y a des gens qui envisagent d'enlever la radio, c'est qu'il y a un problème. Et c'est là où la bonne nouvelle, c'est que moi, contrairement à ceux qui, à mon avis, ont la vue basse et qui pensent qu'il faut enlever la fonction radio de la voiture, je pense résolument l'inverse. Je pense que la radio et l'audio en général, c'est l'avenir de l'automobile et que par ailleurs, l'automobile est l'avenir des médias. Pourquoi ? Tout simplement parce que on le voit aujourd'hui en Chine, le critère d'achat numéro 1 d'un véhicule, et Dieu sait que les Chinois sont bons en la matière, c'est l'expérience à bord. Donc clairement, le sujet de l'expérience à bord est un sujet absolument fondamental. Quelle expérience ? Nous, notre conviction, c'est que oui, le véhicule autonome est là au sens technologique du terme, mais alors moi je vous fais un pari. Pour moi, le véhicule autonome, B2B, oui. Robotaxi, bien sûr, il suffit d'aller à San Francisco, d'aller en Chine, il y en a partout. Gros tracteur, gros camion, comme on l'a vu au CES, oui. Mais la voiture de Madame Michu, pendant longtemps, notamment pour des raisons de coût, la voiture, le niveau d'autonomie, Stellantis a annoncé publiquement qu'il restait au niveau 3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir suffisamment d'assistance dans la voiture pour qu'on soit encore plus attentif au contenu audio, mais pas au point que ça devienne un salon. Voilà, donc première conviction, c'est oui, il y a un risque sur la radio, mais en même temps, il y a beaucoup d'opportunités à condition que, on transforme vraiment l'expérience à bord du consommateur. Deuxièmement, que cette industrie automobile fasse de l'expérience à bord un levier de création de valeur. Il y a quand même un truc de fou, c'est qu'il y a 200 milliards de dollars, source McKinsey de mémoire, qui ont été investis depuis 10 ans dans les services connectés, avec un ROI grosso modo faible. Et qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, les marchés financiers, quand même un truc important, considèrent que, à très peu d'exceptions près, Tesla, avant que notre ami se perde dans la politique, et les Chinois, que, au fond, ce sont toujours des boîtes de hardware, pas des boîtes de software. Or, la valeur de l'automobile a basculé vraiment de l'extérieur de la véhicule à l'intérieur du véhicule et du hardware au software. Et c'est là où la radio et l'audio en général sont un levier d'espoir formidable. Mais, tu disais tout à l'heure dans l'introduction, il faut prendre des risques. Oui, il faut prendre des risques. Donc nous, la vision que l'on a, c'est de dire que si on révolutionne l'expérience à bord, grosso modo, il faut qu'elle soit... Il y a plein de constructeurs, et y compris les meilleurs, qui ont une première phase d'apprentissage en mettant toute une collection d'apps dans la voiture. Génial. Et il y a ici Forvia qui sont super bons sur le sujet. Il y a Radio Player qui agrège. Génial. Et tout ça, c'était une première étape. Mais nous, notre conviction, c'est que la révolution, elle se fait au cœur de la centrale nucléaire. Le cœur de la centrale nucléaire, c'est ce bouton radio. Il faut le réinventer, mais il faut aller au bout. Nous, la façon dont on le voit, c'est, et on vient de racheter une boîte en Allemagne là-dessus, une boîte avec 40 ingénieurs, c'est les spécialistes de la captation des émotions dans la voiture. Si on est capable de capter les émotions, de faire le lien avec le contenu, et je reviens une seconde dans le contenu, et de monétiser tout ça, et moi je crois à la monétisation publicitaire et à la data, tout d'un coup, on transforme l'automobile, parce que tout d'un coup, l'expérience à bord devient critère de préférence de marque, de génération de revenus, et par ailleurs de modification de la perception boursière des constructeurs automobiles. Ça va jusque-là. Donc c'est vraiment ça la vision. Donc, et c'est pour ça que je parlais de bonnes nouvelles en contrepoint. C'est que vraiment, moi je considère que cette convergence, cette sainte alliance entre l'industrie de l'audio et l'industrie automobile, elle est absolument transformante pour tout le monde. Et j'en veux pour preuve qu'il y a vraiment d'abord plein d'experts autour de la table qui, à mon avis, illustrent cette tendance. Deuxièmement, il y a une vraie sensibilité des pouvoirs publics et des autorités en la matière. Nous, la semaine dernière, il y avait un truc à Bercy qui s'appelle les trophées de l'embarqué, 18e édition.
on a eu le bonheur de gagner le prix du public. On était la seule boîte de l'univers automobile et médias. En face, il y avait des boîtes incroyables qui font des ballons dirigeables, des drones ou des trucs de fou. C'est nous qui avons gagné le prix du public. C'est génial pour nous, mais je pense que c'est génial pour nous tous. Ça veut donc dire que cette industrie que l'on croit moribonde, qui est l'industrie automobile, et par ailleurs cette industrie que l'on croit en déclin, qui est l'industrie de l'audio, nous on vous dit non, on pense qu'il y a un avenir extraordinairement prometteur si on réussit la convergence entre ces deux industries. Et je termine sur un point. On a mentionné la dimension européenne. Il y avait le forum de Davos, comme vous savez, la semaine dernière, qui a fait l'objet d'une démonstration de force, pour pas dire d'indécence, de nos amis américains. Et nous, avec nos petits bras, avec Franck Le Victor, qui est mon co-CEO, on a publié dans Le Soir, qui est le grand quotidien belge, nos amis le connaissent ici, une tribune intitulée Cockpit automobile pour une révolte européenne. Parce que c'est ça l'idée. C'est que quand même, entre les Chinois d'un côté, les Américains de l'autre, l'Eldorado des 20 prochaines années, c'est de réinventer l'expérience à bord. Pour séduire l'acheteur de voitures, mais aussi faire en sorte qu'il écoute ce que les uns et les autres ont produit. Et derrière, il y a des enjeux économiques majeurs. Et l'IA, effectivement, moi j'ai eu la chance de reprendre des études il y a quelques années à l'École Polytechnique de Paris, et j'ai travaillé sur l'audio IA. Et j'ai conceptualisé cette idée du fait que ça devient tellement qualitatif qu'on rentre dans ce que j'ai appelé la société de la vraisemblance. Et cette société de la vraisemblance, elle veut dire quoi ? Elle veut dire qu'on est capable d'apporter au consommateur une expérience incroyable, mais que derrière, ça demande une rigueur éthique absolue. Et sans faire de procès à personne, je pense que l'Europe est à la pointe de l'éthique de la donnée, de l'éthique de l'IA, et on doit en être fier. Voilà, c'est ça la conclusion de mon introduction. Je sentais que derrière, on me disait « Jérôme, ça suffit ». Donc, je m'arrête. Non, c'est absolument pas ça. C'était même passionnant. Il y a eu plein de sujets qui ont été évoqués, et notamment nos amis américains, avec qui on a quelques discussions en ce moment. Et on a la chance d'avoir un Américain avec nous. Alors, on ne va pas parler politique, bien sûr. Ceci dit, le média, la façon dont on conçoit les médias, tout ça est un peu lié. Georges, qui représente la société Xperi, qui parcourt le monde et qui a des expériences concrètes, c'est notamment avec la HD Radio aux États-Unis. J'aimerais savoir, par rapport à ce qui a été dit par Jérôme, la façon dont il a introduit la société, quelle est la vision de Georges et de Xperi par rapport à l'avenir de la consommation des médias dans la voiture, on va dire dans l'embarqué. Ici ou pas là? Bonjour à tous et à toutes. Je représente l'entreprise Xperi, une entreprise de technologie, de divertissement. Donc, nous avons lancé HD Radio aux États-Unis. Donc, nous avons une expérience d'une vingtaine d'années dans l'espace radio et l'espace automobile. Et à ce moment-là, quand nous avons lancé HD Radio, l'idée était pareille. Donc, comment on peut enrichir l'expérience visuelle de la radio dans la voiture, oui. On peut ajouter certains éléments. Maintenant, bien sûr, en Europe, on a DAB qui fait la même chose. Mais il y a quelques ans, il y a 6 ans, on a décidé de lancer un autre produit, DTS AutoStage, pour avoir une expérience plus enrichie que maintenant, parce qu'il y a bien sûr les écrans qui sont partout maintenant dans les voitures. Et l'idée est de comment peut-on préserver la prééminence de la radio dans les voitures. Et on peut essayer de législer ça, oui. Et on peut faire ça, et peut-être ça c'est une possibilité d'arrêter peut-être peut-être les entreprises chinoises de venir détruire l'industrie auto. Mais je pense qu'il y a aussi l'autre côté, c'est le côté expérience utilisateur, oui. On ne peut pas forcer les gens d'écouter ou d'avoir une expérience intéressante radio si ne change quelque chose. Et l'idée est d'avoir une expérience radio enrichie en
en ajoutant des éléments visuels, des éléments très créatifs, parce que la radio, au dehors de la voiture, est très créative. Donc on a de la vidéo, on a des médias sociaux, on a tout ça qui existe déjà. Et notre vision long terme est d'apporter tout ça dans la voiture connectée. On a lancé en parallèle, par exemple, un produit vidéo, parce que l'avenir, oui, si l'on croit que l'avenir va avoir des voitures autonomes, donc on doit avoir quelque chose donc, pour la radio, pour que la radio ait un futur dans ce domaine et d'avoir toutes ces créativités et de l'apporter dans la voiture. C'est notre vision. Georges, je me permets de réagir juste sur un Oui. point, parce qu'en France, en plus, Oui. la législation dont tu parles, c'est quelque chose d'important. Jusqu'à présent, d'ailleurs, l'écran dans la voiture Oui. était quelque chose qui était interdit, voire pas recommandé du tout, pour Oui. des raisons de sécurité Oui, routière. oui, oui. Donc là, tu te projettes directement sur la voiture autonome, en fait. Moi, non, je projette seulement dans le futur, oui. Pour le moment, il y a des raisons de sécurité, oui, de safety, et c'est bien ça. Et les constructeurs, ils gèrent la plateforme. Ils sont responsables pour ce qui se passe dans la voiture, oui. Et ils préviennent les utilisateurs, les chauffeurs de s'engager d'une manière unsafe avec le tableau de bord, oui. Il y a j'ai vu par exemple Mercedes, ils ont introduit un produit vidéo et avec les caméras et les sensors qui existent déjà dans la voiture, on peut voir la voiture peut voir si le chauffeur ne fait pas de l'attention et si on regarde la vidéo, on pose la vidéo. Donc on peut conduire, on peut écouter, mais si l'on regarde, on pause parce que il y a la question de sûreté, oui. D'accord. Ben, ça me fait la transition toute faite avec toi, Stéphane. Toi, tu représentes la société Forvia et tu es en contact avec tous les industriels de l'automobile, notamment dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, la fabrique des tableaux de bord. Alors, il y a l'aspect technique et puis il y a aussi l'aspect législatif, parce que, encore une fois, sur le vieux continent, par rapport aux Américains, on n'a pas cette simplicité. On met des lois un petit peu partout. Notamment, tu me parlais tout à l'heure de l'aspect publicitaire. J'aimerais que tu puisses en toucher un petit mot. Mais on va d'abord parler de l'aspect technique. Aujourd'hui, en janvier 2026, la position des industriels par rapport au tableau de bord, par rapport au contenu embarqué qu'on va pouvoir distribuer aujourd'hui et demain, c'est laquelle ? Bonjour à tous déjà, Stéphane Derrier, société Forvia. Alors, nous, en tant qu'équipementier automobile, on fabrique des équipements à la demande des marques de voitures, à la demande des fabricants. Et on les aide en effet sur les parties législatives, réglementaires, où aujourd'hui en Europe, voilà, il y a certaines règles. On doit avoir si on a la FM, on doit avoir un récepteur DAB+, par exemple. C'est pas le cas partout, hein, c'est que le cas en Europe. Il y a des règles qui arrivent aussi dans d'autres pays en Asie, qui sont différentes. Il y a des règles aux États-Unis qui émergent aussi. Chaque pays a ses propres particularités. La présence, en tout cas, de la radio ou de l'usage de l'audio en véhicule varie vraiment d'une culture à une autre. Je dirais, en Europe, on a une culture de la radio qui est toujours vivante pour moi, et qu'elle vienne du broadcast ou du podcast, du non-linéaire, elle est toujours présente. En revanche, il y a des pays comme plus en Asie, la Chine, eux, c'est souvent qu'il y a des véhicules sans radio, par exemple. Mais parce qu'il n'y a pas de législation pour ça. Ils sont en train de travailler là-dessus, typiquement, mais pour, par exemple, peut-être mettre l'AM obligatoire, comme le fait en ce moment les États-Unis. La question est sur la table. C'était peut-être aussi pour des raisons culturelles. On ne peut pas dire que la Chine soit la plus grande démocratie et qu'un média dans la voiture, ce n'était pas forcément très judicieux pour le gouvernement. En ce moment, les voitures chinoises sont vraiment un vecteur de contenu média, beaucoup plus qu'on ne le croit, mais plus orienté sur le streaming, sur les médias qui viennent de l'API. Il y a
un canal qui fait, je crois, qui fait l'unanimité dans le monde entier, c'est l'IP. L'IP, qu'on le veuille ou pas, arrive dans la voiture. Et en France, d'ailleurs sur une initiative de la BBC, donc Radio Player est arrivé. Radio Player a cette particularité, Régis, qu'elle l'a mis ensemble pour un combat commun, d'ailleurs peut-être pour affronter demain les GAFA, mais sûrement déjà aujourd'hui. Mais les radios aujourd'hui sont regroupées à travers une offre que tu représentes qui s'appelle la Radio Player. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et surtout nous donner ta vision et la vision de Radio Player sur l'avenir de la radio et de ses données associées? Merci. Oui, en effet, Radio Player, c'est très important de le rappeler. Radio Player a été créé par les radios il y a une quinzaine d'années en Angleterre par BBC, Global et Bauer. Et dans chaque pays, 27 pays aujourd'hui, où Radio Player est présent, Radio Player est détenu par les radios locales. Moi, j'opère Radio Player en France pour le compte de groupes de radios français, dont Radio France, Lagardère, RMC, RTL, Énergie et les Indes radios. Nous représentons toutes les familles de radios, surtout depuis que les radios associatives nous ont rejoints sur Radio Player l'année dernière. Donc ça, c'est très important. Nous, notre objectif, c'est de garantir la diffusion de la radio dans tous les environnements connectés stratégiques. La voiture, bien sûr, est le numéro 1. Les assistants vocaux en font partie et seront importants en voiture aussi demain, mais aussi vos smartphones, tous les points de contact avec le public numérique. Sur la voiture, c'est un point très intéressant parce que, bien sûr, la voiture a une antenne. Le DAB se déploie à une vitesse phénoménale. La FM a déjà une couverture extraordinaire. Et finalement, c'est un excellent mode d'écoute de la radio. Mais dans ces nouvelles voitures, dont les tableaux de bord se digitalisent, ont des écrans de plus en plus complets, avec des fonctionnalités complètes, avec une connexion, le média radio, il a besoin de suivre cette évolution et d'être enrichi avec toute la puissance du digital. Et donc ce que nous faisons, nous, chez Radio Player, c'est la radio hybride. Ce qu'on appelle la radio hybride, déjà, c'est la possibilité de donner aux constructeurs l'ensemble des contenus de vos radios et pas seulement le direct principal. On transmet aussi vos web radios, vos podcasts, les métadonnées associées, les grilles de programmes, toutes vos descriptions, les play now de musique quand ils sont là. L'objectif, c'est de transmettre au constructeur tout ce dont il a besoin pour que l'interface radio dans la voiture soit vivante. Et au niveau des standards, des autres standards du numérique, il faut qu'on soit au niveau d'un Spotify ou d'un autre acteur de ce type. Le dernier point, qui est très important, c'est qu'on ne veut pas remplacer le DAB ou la FM par l'IP. Le broadcast a énormément de qualité, vous le savez tous ici. Et donc, tant que le broadcast est disponible, nous, notre objectif, c'est de garder cette connexion en voiture avec le DAB ou avec la FM. Et quand on sort d'une zone de couverture, l'idée, c'est de pouvoir continuer à écouter sa radio en IP. Je suis sur une radio locale à Toulouse, je prends la route pour aller à Bordeaux, je perds la couverture à un moment, mais je continue à écouter cette radio en IP, tout simplement, parce qu'elle est là, parce qu'elle est disponible. Donc, on est vraiment là pour essayer de faire la bonne synthèse de l'ensemble des sources d'écoute de la radio, l'enrichir pour le monde digital tel qu'il arrive, et finalement s'assurer que 1 + 1, ça fait 3, voilà, et pas juste 2 ou pas même moins. Voilà. Donc ça, notre objectif, c'est de réussir à créer cette symbiose entre l'IP et le broadcast pour créer plus de valeur pour le public. Ça, c'est très important. Et je rebondis sur les propos introductifs de Jérôme qui nous a dressé un état des lieux que je partage vraiment sur le futur de l'audio en voiture et sur les enjeux de souveraineté, de géopolitique chamboulée en ce moment. Rappelez-vous que Radio Player est créé par les radios et détenu par les radios. Radio Player ne vend pas de publicité et c'est très important dans la guerre économique qui va se déclarer au sein des tableaux de bord entre les constructeurs automobiles qui cherchent à générer de la valeur additionnelle sur les conducteurs, entre les GAFA qui fournissent les OS. Tout le monde connaît Android Automotive. Amazon a plusieurs fois fait des annonces pour arriver dans des OS de voiture. C'est pas encore arrivé, mais ça arrivera peut-être. Les assistants vocaux qui vont devenir essentiels pour converser dans la voiture. Assistant est déjà là, il sera enrichi par Gemini. Donc dans cette bataille de l'accès à l'auditeur, de l'accès à ses données et surtout de la publicité, il est très important, je pense, pour les broadcasters de confier justement leur distribution à un acteur du secteur dont l'objectif est d'assurer cette distribution et de leur permettre de faire leur propre monétisation en s'assurant
de renforcer leur modèle économique. Ça, c'est très important. Et je pense que on va parler de l'aspect publicitaire avec Stéphane tout à l'heure parce qu'il m'en parlait un petit peu. Il a quelques informations à nous donner sur l'aspect législatif, sur la publicité, où tout n'est pas réglé en Europe. Je voudrais donner la parole à Frédéric qui est là avec plusieurs casquettes et surtout sa liberté de ton. J'ai toujours aimé les propos de Frédéric en conférence. Parce que il se lâche, parfois ça joue des tours, mais en tout cas ça provoque la discussion. Et je crois que déjà en plus que tu voudrais réagir sur le propos introductif de Jérôme, je voudrais préciser juste avant que tu prennes la parole aussi que tu as deux casquettes. C'est que tu représentes les radios de service public de la Belgique, mais en même temps aussi, on va dire, le radio player belge. Plus exactement. Nous, on a monté en 2014 un consortium privé-public, donc la RTBF, l'acteur public, et toutes les radios privées en Belgique francophone. Pour le premier objet, c'était la promotion numérique de la radio, mais c'est vraiment la migration numérique de la radio, et on va sur le DAB. En fait, nous, on n'a pas scindé des radio players, on va sur le DAB, sur l'IP, et aussi de plus en plus sur les podcasts. C'est une réalité, c'est que la radio, déjà d'aujourd'hui et surtout de demain, ce sera de la radio à la demande. Une petite réaction par rapport aux propos introductifs de Jérôme ? En fait, mais même sur Jérôme, mais aussi sur les autres intervenants, c'est que j'adore la tech, on a besoin de la tech, voilà, et je m'en sers tous les jours. Et donc elle fait partie de manière prédominante de l'expérience utilisateur, mais l'expérience que nous, on doit offrir à ceux qui veulent écouter les contenus, c'est l'expérience contenu, justement. Et la question qu'on se pose beaucoup chez nous et que j'ai envie de vous poser ici, c'est est-ce qu'on est prêt, en termes d'expérience contenu, à ce futur ? Et ma conclusion, et c'est là où je mets mon petit pavé dans la mare, c'est que je pense qu'on n'est pas prêt. Parce qu'on a cet héritage du linéaire où on fabrique des grilles, voilà, où on impose quelque chose aux gens. Alors ça marche encore, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on va tous mourir, mais en revanche, il faut qu'on soit totalement prêt à répondre à cette culture de la consommation par l'intention, par tiens, j'ai envie d'écouter ça. Et si je rajoute la couche de l'IA, là, je pense que là, les radios, dans leur format linéaire, elles ne sont pas prêtes du tout. Parce que, à part demander à l'IA, je veux écouter énergie et ça lance énergie, ça marchera. Mais si je veux écouter, trouve-moi un podcast ou un contenu audio, enfin, peu importe la demande, parce que d'ailleurs, c'est pas comme on tape, la demande, elle est beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche par la voix que finalement par une requête comme on le faisait sur Google. Là, je pense qu'en fait, les réponses derrière, elles vont être assez surprenantes. C'est-à-dire que beaucoup de médias, beaucoup de contenus vont être totalement invisibilisés. Et ce que ça cache aussi, c'est qu'en fait, on est les rois du storytelling. Voilà. On est plus ou moins bon, mais je veux dire, ça, c'est notre core business. On doit rentrer on doit acquérir un nouveau savoir-faire. C'est-à-dire qu'on pourra faire les meilleurs contenus du monde. S'ils ne sont pas accompagnés de métadonnées, ils seront invisibilisés. Alors, tu diriges la RTBF depuis... Non, je ne dirige pas la RTBF. Audio, radio. On est sur le salon de la radio. Hein, donc, je me comprends effectivement, audio et radio. Oui, parce qu'on est un groupe radio-télé à l'origine. Et donc, c'est très dur de faire vivre l'audio au sein d'un groupe où il y a la télé. J'imagine. Mais ça fait quoi, une dizaine d'années ? Ça a fait 10 ans l'été dernier. Oui. Bon, donc tu es dans la place depuis déjà un petit moment. Concrètement, tu demandes aux autres d'évoluer, mais au sein de la RTBF, est-ce que tu as des expériences concrètes à nous faire partager pour donner l'exemple, justement ? Ouais, donc, il faut c'est pas pour me dédouaner, mais il y a forcément, dans une grande entreprise comme celle qui m'embauche, il y a forcément à un moment des divergences entre mon point de vue personnel et le point de vue de l'entreprise, et aussi une histoire de temporalité qui n'est pas la même, parce que moi j'ai envie d'aller très vite. J'ai envie d'embrasser cette culture du test and learn, qu'il a embrassé en théorie, que l'entreprise a embrassé en théorie, mais ne l'a pas embrassé en pratique. Parce qu'on a cet héritage, c'est pour ça que je me permets de le dire. Je ne dis pas qu'on le fait bien, mais je me rends bien compte qu'on a cet héritage du linéaire qui nous tire plutôt vers le bas que... Et je mets un warning, je le mets en interne chez moi. Donc en fait, là où je pense, pour répondre à ta question, où on commence à être... meilleur qu'avant, c'est qu'on a compris qu'on devait adapter notre offre de contenu dans un univers à la demande.
Sur l'IA, je trouve qu'on n'est pas bon. Voilà, je le dis tout à fait franchement, et ça m'inquiète un peu. Mais en tout cas, on fait en sorte de préparer nos contenus à ces requêtes à la demande. Donc on a énormément travaillé aussi justement ce data telling dont je parle. Et on l'a vérifié très rapidement sur notre offre de podcast. C'est qu'on balançait du replay ou même on retravaillait nos segments d'antenne pour la consommation à la demande, mais avec des datas très pauvres et des visuels pas du tout adaptés à une consommation à la demande sur smartphone avec, vous avez une vignette au sein de 10 autres. Donc on a travaillé tout ça. Là, on a vraiment fait des bons de consommation. Et en France, on fait souvent du bashing de notre service public, et notamment là pour la télé comme pour la radio, avec des réductions budgétaires. Je voulais savoir s'il y avait une stratégie commune des services publics en Europe là-dessus par rapport à l'avenir du média radio. On fait partie de 2 groupes. La RTBF fait partie de 2 groupements. Les médias francophones publics, donc la France, le Québec, la Suisse et donc la Belgique francophone. Fait partie aussi de l'UER, qu'on connaît bien, donc l'Union européenne de radio-télévision. Alors, on se rencontre beaucoup. On essaye d'aligner nos stratégies, notamment sur la distribution, mais un marché n'est pas l'autre. La taille joue beaucoup. C'est-à-dire que quand on discute avec Radio France, par exemple, avec lesquels on s'entend très bien, hein, on est plutôt aligné philosophiquement sur la souveraineté, sur le fait de... Alors nous, moi je nous trouve un peu plus opportuniste avec les plateformes tierces. Moi je trouve qu'il faut vraiment jouer encore un peu plus avec les plateformes tierces, on a besoin d'elles. Et on ne peut pas se couper, même si l'exemple de Radio-Canada est assez étonnant, c'est-à-dire qu'eux, ils ont quasi tout coupé. Quand tu dis on ne peut pas se couper d'elle, c'est pour le référencement, c'est pourquoi on ne peut pas se passer d'elle? Déjà pour l'expérience, c'est parce que les utilisateurs y sont. Donc quand vous savez les montants qui sont engagés en développement sur ces plateformes-là, on n'est pas capable en fait de mettre les mêmes montants sur la table. Et c'est là où ce serait génial qu'on puisse s'allier entre acteurs. Déjà, on essaye de s'allier sur notre marché, notre petit marché belge francophone, pour essayer d'aligner nos stratégies. Mais évidemment que nos stratégies ont forcément des points de divergence entre un acteur privé et un acteur public. C'est logique, notamment à l'égard de la monétisation. Enfin, c'est tout à fait logique. Après, donc, à l'échelle européenne, à l'échelle francophone, on se parle beaucoup pour essayer d'aligner nos stratégies. Mais il y a des points de divergence, donc c'est surtout des grands principes, notamment dans les rapports aux acteurs globaux. Et puis à l'échelle de l'UER, donc de l'Europe, là aussi on essaye d'aligner. Mais c'est plus de l'enrichissement mutuel, de voir ce qui marche pas. Tiens, ça a marché dans tel pays. Est-ce qu'on pourrait l'essayer chez nous? Oui, mais il y a plein de différences ou il y a plein de points de similarité. Donc voilà, c'est plus de l'échange, de l'enrichissement mutuel. Et pour ma curiosité personnelle, là c'est une parenthèse, en Belgique aussi on réduit le budget de fonctionnement de la RTBF radio? Pas que radio, oui, tout à fait. D'accord, c'est quelque chose de général, on retrouve ça dans tous les pays en ce moment. Oui, mais pour moi ça n'a rien d'insultant. Voilà. Je suis pas mal à l'aise avec ça en fait. Moi je trouve que l'argent, il faut surtout bien l'utiliser. D'accord. Justement, je voudrais qu'on reparle commercialisation, monétisation avec toi, Stéphane. Tu me parlais d'un aspect législatif au niveau de la publicité, notamment autour de la donnée associée, dans l'expérience de... c'est bien ensemble qu'on a parlé de ça. Alors, je me suis trompé, c'est peut-être avec Georges, tout à l'heure, quand on a parlé tous les trois, il me semblait que vous m'avez dit qu'en ce moment, c'était pas tout à fait clair au niveau de l'exploitation de la donnée associée, au niveau de la commercialisation, au niveau de la publicité. Il y avait ce qui était légiféré, on va dire, au niveau du contenu audio. Mais s'agissant de la commercialisation de la data, il y avait un cadre juridique qui était encore particulier. Mais peut-être que je l'ai rêvé. Et si je l'ai rêvé, on va plutôt laisser la parole à Jérôme. Je ne vais pas me lancer sur ce sujet-là tout seul. Par rapport à ton introduction, Jérôme, est-ce que tu as entendu là? Est-ce que tu as envie de réagir sur des choses qui ont été dites? Merci. Non, mais d'abord, ça fait plaisir de voir des profils assez séparés, assez différents, qui sont quand même assez convergents. Donc ça, c'est déjà la première chose que je trouve intéressante. J'adore l'humilité de mon voisin. Et non, mais chapeau, parce qu'effectivement, c'est à mon avis une vertu. Parce que, tu vois, ça, c'est une preuve de ma bonne intégration belge.
Non, mais voilà, je trouve que c'est une valeur absolument cardinale. Non, alors, sur la question de la monétisation, au fond, il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a un exemple intéressant aux États-Unis qui est SiriusXM. SiriusXM, c'est ces grosses plateformes digitales. Vous avez grosso modo pas une voiture vendue aux États-Unis sans SiriusXM à bord. Et SiriusXM, de mémoire, hein, c'est 7-8 milliards de dollars par an de revenus. Et par ailleurs, c'est l'une des plus grosses régies publicitaires américaines. Donc, c'est intéressant. Donc, moi, par rapport à ça, ce que je crois, c'est que, en effet, je pense que les constructeurs automobiles vont à la fois, à partir du moment où ce sujet de l'expérience à bord devient le critère de préférence de marque numéro 1, bah, il faut qu'ils investissent un peu pour amorcer la pompe. Donc ça, c'est la première chose. Mais moi, je crois que pour qu'une expérience décolle vite, haut et fort, je crois à la monétisation publicitaire. Donc je vais mettre les pieds dans le plat, là aussi. Moi, je suis convaincu qu'il ne faut surtout pas jouer de façon défensive. Il faut jouer de façon offensive. Si on se dit, on va protéger notre précaré, la radio finira par se faire sortir de la voiture. Moi, je crois l'inverse. Si on est capable de créer une expérience vraiment personnalisée, interactive, contextualisée, au fond, et dans lequel, au fond, on va créer une macro-expérience. C'est-à-dire, et nous, c'est ça qu'on essaye de faire, si on combine à la fois les radios, les podcasts, écouter son quotidien préféré en audio grâce à l'IA, mais aussi écouter le contenu. J'ai un truc à lire pendant 2 heures, j'ai 1h30 de voiture, je vais écouter ce que je n'ai pas le temps de lire. Et puis troisièmement, il y a quand même un truc de fou. Un particulier, grosso modo, il passe 1 heure par jour dans sa voiture, un professionnel 3 heures. Que font les constructeurs de ce temps passé dans la voiture depuis plus d'un siècle? Rien. Ils voient passer les balles. C'est quand même un peu con. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'à partir du moment où on réinvente l'expérience, au fond, on va élargir la taille du gâteau. Et pour les médias, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un potentiel d'audience supplémentaire et donc de monétisation publicitaire. Deuxièmement, on va être capable de rajouter une couche de monétisation publicitaire et on la partagera avec les constructeurs et avec les équipementiers. Et troisièmement, si on prend l'exemple de la presse, moi, vous prenez les grands quotidiens en France, 300-400 000 abonnés digitaux. Vous prenez le segment premium, par exemple, il y a en circulation 2-3 millions de voitures. Moi, je crois que le premier relais de croissance en abonnés digitaux de la presse, c'est l'automobile. Donc, je crois vraiment que, là encore, il y a une vraie convergence entre l'industrie des médias en général et leur mise en audio en particulier, et les équipementiers, les constructeurs et des startups comme nous. Georges veut réagir, je crois. Non, je voulais juste dire, là, les gens de radio ne vont pas aimer, hein, parce que ça veut dire que c'est une réalité à laquelle je souscris. Hein. Enfin, voilà, je souscris à ton hypothèse, mais c'est vrai que tu te dis, déjà, ils viennent dans le monde du podcast. Voilà, si en plus, maintenant, on va pouvoir écouter leurs articles à la demande au travers de l'IA. Voilà, donc ça, il va falloir... Non, mais il y a une maturité, en fait, il y a un niveau de maturité que les gens de radio vont devoir... Enfin, moi le premier, hein, vont devoir mais c'est adopter. L'intérêt des radios. C'est l'intérêt des radios, parce y que compris c'est économique. Et c'est puis, ça mon point. Et puis c'est l'écosystème global, c'est l'expérience globale, l'utilisateur. En fait, lui, il cherche un contenu, donc finalement, la source va compter un peu moins. Je vais juste récupérer le micro. Non, mais il n'y a pas de souci. Je suis ravi que ça fasse réagir. Georges, je te donne tout de suite la... Oui, je voulais dire quelque chose. Donc, je suis un optimiste concernant la radio dans la voiture. Je pense que la radio a une place très importante et j'ai vu quelque chose que je veux partager et que j'ai trouvé assez drôle en commentaire en ligne. La radio, c'est comment respecter le temps des gens vis-à-vis de la consommation des podcasts, par exemple. Il y a des podcasts de 3 heures, oui. La radio, c'est comment éditer et présenter du contenu d'une manière intéressante en direct, oui. Il y a bien sûr des consommateurs qui peuvent faire d'autres choses, mais la radio a une place assez importante pour informer et tout ça. Donc je suis optimiste en ce cas. Côté IA, donc si l'on regarde l'IA comme un outil, oui,
On doit, je pense, adopter ça et l'utiliser pour notre bénéfice comme industrie radio. Oui. Si je pense des éditeurs, si l'on peut donner aux éditeurs des infos, par exemple, notre vision que je n'ai pas mentionnée avant, c'est de donner aux radios des infos et des analyses sur leur session d'écoute dans la voiture. En plus, on peut utiliser l'IA pour analyser, par exemple, les métadonnées des consomptions, les métadonnées de programmation, au-delà de ce que l'on a maintenant dans l'industrie radio. Donc, il y a les stations musicales, les stations hip-hop et tout ça, au talk show et tout ça. On peut analyser ce qui se passe et on peut utiliser l'IA pour recommander et offrir du contenu intéressant aux utilisateurs dans la voiture. Stéphane, tu voulais réagir ? Oui, je voulais réagir sur les propos de Jérôme, sur la présence de la radio dans la voiture déjà. Alors, moi, j'ai deux aspects. Enfin, le premier, ça va être la présence d'un récepteur radio dans la voiture qui, oui, il risque d'avoir tendance à disparaître petit à petit. Contre ça, il y a un point important, c'est de légiférer. Ça marchera qu'en légiférant. Mais il faut qu'on le fasse au niveau d'un continent, on ne peut pas le faire au niveau d'un pays. À la Commission européenne, oui, ça se joue en ce moment, pour le rendre, par exemple, le DAB obligatoire, et pas seulement s'il y a de la FM. Parce que sinon, aujourd'hui, la réglementation européenne telle qu'elle est faite pour l'automobile oblige les constructeurs auto à mettre un récepteur de radio DAB+, s'il est équipé d'un récepteur FM. Mais rien ne les oblige à ne pas mettre ils ne sont pas interdits de ne pas mettre de récepteur radio du tout. Mais est-ce que c'est pas un combat David contre Goliath ? Parce que le marché radio, ça pèse pas beaucoup quand même. Mais il y a un deuxième aspect, la présence d'un récepteur radio dans la voiture, c'est les aspects sécuritaires, d'alerte aux populations. Oui, mais alors là, le DAB, par exemple... Stéphane, je t'arrête tout de suite. Les télécoms le font déjà. Ils ont même des principes qui sont bien. Les plateformes le font déjà. Oui. Si vous avez plus de batterie sur le téléphone, etc., un véhicule, c'est une batterie. Ça a une autonomie, on l'a vu en Espagne, de plusieurs jours. S'il n'y a plus de courant à l'échelle d'une région ou d'un pays, il y a des moyens de télécom. Moi, j'ai entendu des groupes télécoms justement qui disaient qu'ils étaient en train de s'équiper là-dessus et pour rendre un peu autonome en cas de conflit, en cas de coupure de courant, comme peut l'être une radio. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les radios, on installe un groupe électrogène, mais aujourd'hui, toutes nos liaisons sont en IP, par exemple. Si demain, il y avait un problème, la liaison, je parle entre un studio et un site d'émission, par exemple. Demandez aux radios qui sont présentes, la plupart des radios, aujourd'hui, ont leur liaison par IP. Donc si l'IP tombe pour une raison X ou Y, il n'y a que les radios qui seront, on va dire, à l'ancienne, peut-être avec leur propre faisceau ou ce genre de choses, mais on aura le même résultat. Sans doute pour certaines radios, néanmoins, il y en a d'autres qui vont être plus liées à l'État ou à la diffusion de ces messages d'alerte qui, elles, devraient avoir une infrastructure dédiée. D'accord. Enfin, faudrait pas réduire non plus le rôle de la radio qui est un média de crise en fait, parce que moi c'est un sujet que je suis de très près. On a une demande du gouvernement de monter une radio de crise sur la Belgique francophone. Voilà, on va sécuriser notre réseau. On est opérateur en DAB+ pour l'ensemble du secteur en Belgique francophone, donc on travaille aussi bien pour nous-mêmes que pour les privés. Mais si en fait on se dit on n'est plus que le dernier maillon de la chaîne quand tout pète, moi il y a quand même, ça me pose un problème philosophique sur notre rôle. On va être plus optimiste que ça. D'ailleurs Jérôme l'a été dès l'introduction. Régis, Radio Player. Alors Radio Player, c'est un outil formidable, mais c'est un outil aussi juridique de lobby qui peut être énorme. On voit bien. Si on veut légiférer, il va falloir légiférer au niveau d'un continent. Ça veut dire que Radio Player, on peut se regrouper entre les différents pays et plaider des causes auprès du Parlement européen ? Alors Radio Player, c'est avant tout une solution technologique qui est collective. C'est très important. Le lobbying, ce sont pour les alliances de la radio, l'AER, le BU. Donc il se trouve que ce sont les mêmes acteurs qui sont dans Radio Player et dans ces institutions. Donc le lobbying, il se joue là. Ce qui est important pour les éditeurs, c'est de savoir qu'ils ont une solution technologique qui peut leur permettre de répondre aux besoins des auditeurs et des industriels qui distribuent la radio. Donc ça, c'est très important. Et c'est à nous, en tant que Radio Player, de s'assurer que notre plateforme soit vraiment
au top et répondre aux besoins de ces industriels, les constructeurs automobiles, les GAFA et tout simplement les attentes des utilisateurs sur leurs propres terminaux. Donc ça, c'est un premier sujet qui est très important. En voulant limiter tous ceux qui utilisent votre contenu, en fait, quand je dis vous, c'est les radios, de façon presque illégale. Alors, nous, notre positionnement, vous savez, en France, Radio Player, nous avons 380 radios sur le petit millier de radios qui sont là. Si on n'en a pas plus, c'est parce que nous avons uniquement des radios avec lesquelles nous avons signé des contrats de distribution. Faites une expérience, allez sur votre téléphone, sur l'App Store ou le Play Store, tapez radio FM gratuit, vous allez voir une cinquantaine d'applications avec des agrégateurs, des acteurs, des fois pas basés en France, qui ont des applications multi-pays, qui récupèrent tous vos flux qui sont gratuits sur le web et qui les diffusent. Donc la radio est distribuée depuis une quinzaine d'années en hyper-distribution, c'était la stratégie jusque-là, mais on se rend compte que finalement on permet à des acteurs de se développer et même de prospérer. Aux États-Unis, récemment, vous avez TuneIn qui a été revendu à un groupe de radio canadien. On a appris qu'ils ont un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de dollars. Ils distribuent énormément de radios françaises, quasiment toutes. Le groupe Radio France en est sorti parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les conditions. Mais la plupart des radios françaises sont distribuées sur TuneIn sans rétribution, sans accord formel, de manière non encadrée, on pourrait presque dire illégale. Donc, pour regarder un peu le secteur de la télévision, je ne pense pas que vous ayez ça. Quand Free a modifié les conditions d'accès à la TV en l'ouvrant à tous les utilisateurs et pas seulement les abonnés Free, TF1 leur a fait un procès, France Télévisions leur a fait un procès. Enfin, en tout cas, ils leur ont envoyé un petit papier bleu. Donc le secteur de la radio se doit de protéger son contenu pour maîtriser sa distribution. Radio Player est prêt à accepter cette distribution maîtrisée. Après, aux éditeurs de se lancer dans ces démarches. Mais nous croyons vraiment qu'il est nécessaire. Je parlais tout à l'heure de négociations dures qui vont arriver entre les constructeurs, les GAFA et d'autres providers pour justement maîtriser la data et maîtriser la publicité, maîtriser la valeur générée. Si les radios sont éparpillées dans plein de solutions, certaines se prévalant d'avoir un catalogue radio qui ne détiennent pas légalement avec des contrats de distribution, à ce moment-là, comment les radios seront défendues ? C'est même pas une question de défendre un précaré ou quelque chose comme ça. Non, c'est juste de faire respecter son contenu et d'adopter des solutions qui permettent de le maîtriser. Sachant que la valeur première est dans le contenu, elle est dans ce que génèrent vos radios. Vos radios qui génèrent de l'information nationale, de l'information locale, qui diffusent de la musique, qui participent à une richesse à la fois culturelle et économique. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, Radio Player est dans sa mission de distribution de la radio et surtout de renforcement de son modèle économique. Donc ça, c'est très important. Et donc je pense vraiment que les radios ont tout intérêt, justement, à changer un petit peu de paradigme dans leur distribution. Vous savez, moi, je viens aussi de la presse, un peu comme Jérôme. On a vécu dans les années 2000 les agrégateurs, MSN, les portails Yahoo News, où la presse était disponible en flux RSS à profusion. Ça n'a pas marché. Il a fallu sortir de ces accords, les dénoncer. D'ailleurs, ces portails, MSN, tout ça, ils sont tous tombés. Et la presse s'est organisée autour du payant. On parlait de 400 000 abonnés sur des journaux comme Le Monde, ou 500 000, je crois, un truc comme ça. Ce sont des acteurs qui viennent surtout chercher des marques références, qui viennent chercher des contenus de qualité et qui viennent chercher une sélection. Parce que dans une profusion de contenus à lire, ils n'arrivent pas à s'y retrouver. Et avec l'IA, ça va être encore plus fort comme promesse. Je pense que dans l'audio, la radio a des marques fortes, a des contenus de confiance et à ce rapport-là avec le public qui fait qu'on restera recherché par le public. Et c'est là où, à l'heure des futurs IA agentiques, là, je partage complètement les constats et ce qu'on voit venir avec tout le monde, il faudra que la radio soit capable d'émerger. Mais pour émerger, il faut qu'elle soit au niveau technologique. C'est la data dont parlait Frédéric tout à l'heure. Donc c'est très important que Radio Player, au service des radios, soit cette plateforme technologique qui détient toutes les données des radios pour les rendre distribuables de la meilleure des manières possibles par ces IA conversationnelles. C'est pour ça qu'on a des accords avec Google, avec Amazon, que nos API sont interconnectés pour pouvoir distribuer au mieux ces radios. Aujourd'hui, dans les assistants tels qu'ils sont aujourd'hui, ils n'ont pas bougé depuis 10 ans, mais tels qu'ils surtout ils vont être demain. Et ça, c'est très important qu'on soit prêt pour cette bataille technologique. Merci Régis, on arrive déjà presque au terme de ce débat qui était passionnant. Moi, je n'ai pas vu le temps passer, c'était absolument génial. Jérôme, tu as ouvert, je voudrais que tu conclues. On va te donner un micro. Tu as 2 minutes pour conclure. Et dans ces 2 minutes,
Je voudrais dire aussi que tu as une casquette que les gens ne connaissent pas forcément. Tu es chef d'entreprise, bien évidemment, d'une entreprise dynamique. Ça, je ne reviendrai pas dessus, mais tu es un homme de réseau. Tu côtoies les politiques, tu côtoies des sphères où tu es un lobbyiste, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que tu crois que dans cette période turbulente, où on voit bien que nos politiques ne sont pas forcément très intéressés dans un débat hyper ciblé comme l'avenir de la radio, de l'avenir de l'expérience embarquée dans les voitures, toi qui les côtoies, toi qui prêches la bonne parole avec beaucoup d'optimisme, est-ce que tu es toujours aussi optimiste en les côtoyant ? Alors oui. Alors je vais vous dire, moi je ne suis pas un lobbyiste, je suis un entrepreneur qui veut mettre sa boîte et son sujet sur le toit du monde. C'est pas du tout pareil. Mais à 9h ce matin, j'avais un call avec quelqu'un de la présidence de la République et contrairement à ce qu'on peut croire, dans le bordel ambiant, au sens général, mais ce bordel on le voit dans l'industrie automobile, je peux vous dire que, et là c'est pas Jérôme Doncieux, patron de Magellanic qui vous parle, c'est que notre secteur, ce sujet de la possibilité de mettre l'Europe au cœur de ce qu'on appelle le cockpit émotionnel, de se faire converger l'industrie des médias, de la radio, avec l'industrie automobile, on a une écoute, alors je vais te dire, fantastique. Et notamment grâce à l'effet de contraste. C'est un tel bordel ailleurs qu'on est, pas nous à Magellanic, mais notre thématique, c'est une lueur d'espoir majeure pour l'industrie. Et pour les politiques, vous savez, les politiques, ils ont le sens du client. C'est quand même difficile de gérer que des emmerdements, quand ils voient qu'il y a un levier. Donc pour répondre à ta question, alors là-dessus, et c'est pas mon optimisme naturel, je suis très très agréablement surpris par le degré d'abord de compréhension, deuxièmement de soutien qu'il y a au niveau politique et à très haut niveau, et c'est pas une question de droite-gauche, etc. Donc ça, pour moi, ça me rend extrêmement optimiste. Et en plus, derrière, c'est pour ça que je mentionnais la carte blanche que le soir à Bruxelles nous a accordée l'autre jour sur cette idée d'un appel à une révolte européenne. Je suis vraiment frappé de voir que la prise de conscience est là. Et je crois que c'est une formidable nouvelle pour l'ensemble des personnes qui sont là. Et je voudrais terminer par une formule. J'ai commencé tout à l'heure l'introduction et tu disais qu'il y a un certain nombre de constructeurs qui se posent des questions sur garder ou pas la fonction radio. Alors moi, ce que je crois par rapport à ça, c'est attaque-défense. C'est-à-dire que la dimension réglementaire est importante, mais le plus important, c'est les gars et les filles, on se bouge, on innove, et on va donner envie aux consommateurs. Et moi, je ne crois pas du tout à l'opposition d'ailleurs entre le téléphone et la fonction radio. C'est extraordinairement complémentaire. Le fameux mirroring, très bien, mais il y a beaucoup de limites. Il pose des questions de découvrabilité. Donc moi, je crois beaucoup, à la complémentarité entre les deux choses. Deuxièmement, qu'il y a vraiment un avenir. Et puis troisièmement, c'est quoi l'avenir de l'automobile ? Et là, je vais le dire de façon un peu brutale, c'est moins de testostérone, plus de sens, autant d'émotions. Le sens et l'émotion, si ça n'arrive pas de la part des médias, j'y comprends rien. Et c'est ça qui va se passer, à mon avis. On gagnera tous cette course, à condition qu'il y ait un vrai alignement entre l'industrie automobile, l'industrie des médias. Et je le dis tout à l'heure, moi je suis convaincu que l'un est l'avenir de l'autre et l'autre est l'avenir de l'un. Ça me paraît absolument fondamental. Et un dernier point. Il y a 2 ou 3 siècles à Paris, on a inventé les salons de conversation. C'était les happy few de l'époque, les quelques intellectuels avec l'aristocratie. C'est intéressant ça. Au fond, moi je suis convaincu que Paris et l'Europe en général peuvent vraiment être à la pointe de la réinvention de la société de la conversation, et simplement pas entre happy few, pour le plus grand nombre et pour avoir du sens. Et ça, la technologie le rend possible. Et donc vraiment, pour moi, la France et l'Europe, on doit arrêter de baisser la tête, et il y a vraiment plein d'opportunités. C'est ça le message. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous et au boulot. Vous avez entendu, Voilà. La balle est dans votre camp. Merci beaucoup. Merci à vous.